Bonjour, merci de nous rejoindre sur TV78 pour cette nouvelle édition du 7-8 politique. Et ce mois-ci, nous parlerons de la campagne des européennes sur fond de crise des Gilets jaunes et d'organisation du grand débat national. Les formations politiques tentent de se faire entendre pour le scrutin qui se déroulera en mai. Le point dans les Yvelines. Notre campagne, celle des municipales. Les élections sont programmées en 2020 et déjà Mantes-la-Ville, chacun se positionne. La seule ville d'Île-de-France détenue par le Rassemblement national peut-elle basculer? Certains parlent d'une union de l'opposition. La direction du Parti socialiste n'est pas forcément prête à soutenir l'initiative. Son secrétaire adjoint dans les Yvelines sera en plateau. Et puis à Saint-Quentin en Yvelines, Coignard retrouve une vice-présidence, un poste vacant depuis la démission de Jean-Pierre Sevestre, ancien édile de la commune. Et puis nous reviendrons aussi en fin d'édition sur le départ du maire de Saint-Cyr-l'École fin février, un départ surprise pour préparer l'avenir selon le principal intéressé. L'actualité politique du moment, c'est donc ce grand débat national qui se tient à travers toute la France. Nous étions sur l'une des réunions organisées en commun par les communes de Montigny, Le Bretonneux et de Guyancourt. L'animation était organisée par Alexis Constantin, professeur de droit à l'université de Versailles-Saint-Quentin. Le reportage de Nicolas Dandry. Un amphithéâtre universitaire, lieu du savoir pour débattre de l'avenir du pays. Voilà le cadre du grand débat national commun à Montigny, Le Bretonneux et Guyancourt. Environ 300 participants avec notamment des propositions différentes autour des finances et des services publics. Sur la dépense publique, il faut la réduire parce qu'aujourd'hui elle s'élève à peu près 57% du PIB et c'est anormalement élevé. Déjà, dégeler le point d'indice, ça pourrait être une bonne chose. Les fonctionnaires travaillent dans des conditions, effectivement, sur le terrain, ça devient très, très compliqué, mais par ailleurs, dans leur vie personnelle aussi, ça devient extrêmement compliqué. Les 4 thématiques ont animé le débat avec la participation de quelques jeunes impliqués notamment sur les questions de transition écologique. Je suis là parce que je pense que c'est intéressant de s'intéresser à l'actualité politique et qu'on ne peut pas se plaindre d'un côté de ne pas être entendu par les élites et ne pas venir là, donc je viens pour ça. On fait partie d'une communauté, de la cité, on a besoin de montrer qu'on est là, les jeunes. Bon, c'est vrai qu'on est censé être beaucoup d'étudiants ce soir, on voit beaucoup de personnes entre guillemets âgées, mais voilà. Pour faciliter l'organisation de cet événement, les villes de Montigny, Le Bretonneux et Guyancourt ont œuvré en commun. L'UVSQ a demandé à Alexis Constantin, professeur de droit, d'orchestrer les échanges. C'est d'animer ce débat, d'essayer de faire émerger les arguments de chacun, les idées, les questions, les sentiments, mais le tout avec calme, sérénité, comme il se doit dans un débat au sein d'une démocratie. Il y a des questions qui ont été posées, il y a des réflexions, il y a des suggestions d'organisation, de réduction de dépenses et tout. Depuis 3 mois, il y a quand même énormément de manifestations qui se sont passées et les gens avaient besoin de s'exprimer, aussi de pouvoir effectivement dire ce qu'ils avaient sur le cœur, ce qu'ils souhaitaient comme modification, des propositions aussi, parce que ce soir, par exemple, il y a eu énormément de propositions. Le grand débat national doit se clôturer le 15 mars prochain. Une synthèse des idées doit être réalisée courant avril. Le grand débat qui se poursuit donc jusqu'à la mi-mars. Les contributions des uns et des autres vont se poursuivre avant de recevoir le premier secrétaire fédéral adjoint de la Fédération socialiste des Yvelines. Écoutez ces concitoyens venus participer depuis plus d'1 mois aux différentes réunions à travers les Yvelines. Je vois les loyers et les charges, ils sont très chers et les gens ils ne savent même pas sortir. Ils sont toujours les gens avec les procédures avec leurs bailleurs, ils sont au tribunal avec les régules des charges, les loyers. Ils n'arrivent pas à sortir, ils n'arrivent pas. Mais il faut les moyens, c'est le pouvoir d'achat. Pour moi, c'est le pouvoir d'achat, c'est la priorité. Sur la dépense publique, il faut la réduire. Parce qu'aujourd'hui, elle s'élève à peu près 57% du PIB et c'est anormalement élevé. Donc je suppose qu'en baissant la dépense publique, on va baisser la dette publique et par voie de conséquence, baisser la pression fiscale. Je pense aussi qu'il faut arriver à minimiser, sinon annuler complètement le mécanisme de niche fiscale qui fait qu'un certain nombre de gens échappent totalement à l'impôt sur le revenu. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas sujets à l'impôt sur le revenu, mais qui sont justifiables d'impôt sur les grandes fortunes. Et je pense qu'il y a un hiatus quelque part qui doit être corrigé. Je reçois à présent Boris Vernon. Bonjour. Bonjour. Premier secrétaire fédéral adjoint de la Fédération socialiste des Yvelines. On a entendu plusieurs citoyens qui participent à ces différentes réunions du grand débat. Ce qui revient le plus souvent, c'est ce pouvoir d'achat, la fiscalité. Juste déjà pour vous faire réagir sur ce qu'on vient d'entendre, est-ce qu'il faut revoir tout ce système, supprimer les niches, comme par exemple on a pu l'entendre?
Nous, au Parti socialiste, nous sommes assez pour effectivement revoir un certain nombre de choses. En son temps, Jean-Marc Ayrault avait proposé de faire une grande table rase de tout notre système fiscal. Malheureusement, ça n'a pas pu aller au bout pour différentes raisons, mais on est effectivement plutôt, nous, dans cette dynamique-là, de réinterroger un certain nombre de choses qui sont aujourd'hui posées dans le cadre du grand débat national auquel nous participons. Également que nous accompagnons au Parti socialiste, puisque parti républicain, nous estimons que cette démarche était plutôt salutaire à l'initiative du président de la République et organisée par le gouvernement. Justement, c'est la question que j'allais vous poser, parce que certains parlent de campagne déguisée pour le président Macron, d'autres justement saluent cet exercice intéressant aussi pour la démocratie. Vous faites plutôt partie de cela? Alors, on a le droit d'avoir une position nuancée, c'est-à-dire comme on a le droit d'être à la fois enthousiaste pour le bel exercice démocratique que ce grand débat national représente sur le papier. C'est toujours bien que nos concitoyens puissent s'exprimer, qu'ils puissent émettre leurs idées. Après, on peut aussi être vigilant sur les conditions d'exercice de ce grand débat national. Le fait que ce ne soit plus la Commission nationale du débat public qui soit l'organisateur et le garant de cette démarche nous inquiète un petit peu. Alors, on fait partie du comité de suivi, mais voilà, on a une vigilance sur ces aspects. Nos militants sont dans les réunions du grand débat, de manière aussi à pouvoir s'approprier ce que les gens disent, à ce qu'on fasse notre analyse et à ce qu'on vérifie que le gouvernement, qui est quand même à la manœuvre sur cet exercice, restitue correctement l'intégralité des sujets qui ont été abordés par les Français, et notamment, puisque c'est ça qu'on entend beaucoup et qu'on entendait dans vos reportages, les questions liées au pouvoir d'achat et à la justice sociale et fiscale. Donc vous avez participé à ces réunions. Est-ce que vous en avez organisé ou vous allez en organiser sur le département? On en organise. Je prends le cas de ma section, au Murau. On organisera une réunion du grand débat le samedi 2 mars au matin. Je sais qu'il y a d'autres sections dans le département qui font la même chose et qui s'impliquent tout simplement dans celles qui sont déjà organisées par les mairies, des associations d'élus locaux aussi souvent, ce qui permet souvent d'avoir une certaine forme de neutralité dans le débat. Voilà, où effectivement, comme dans votre reportage, je voyais en souriant quelques-uns de mes camarades présents sur les images et qui participent également à cet exercice. Il y a de nombreuses propositions qui ressortent de ces différents débats. Réindexation des retraites, par exemple, sur l'inflation, augmentation du SMIC à 1 300 € net, renationalisation des routes, suppression de la TVA sur les produits de première nécessité, pour n'en citer que quelques-unes de ces mesures. Est-ce qu'il y a des propositions qui retiennent aussi votre attention? Alors oui, d'autant plus qu'il y a des propositions qu'on avait fait bien avant que ce grand débat national ne soit lancé. Quand la crise des Gilets jaunes a commencé à éclater, les groupes parlementaires socialistes ont déposé une proposition de loi assez tôt, à la fin de l'année dernière, avant même que le débat national ne soit initié par le président de la République. Et dans la proposition de loi qui avait été déposée, il y avait un certain nombre de mesures qui sont défendues par nos concitoyens dans les réunions. Je pense notamment au rétablissement de l'ISF. Je pense à ce que vous venez de dire, à savoir effectivement la réindexation des retraites sur l'inflation, au fait de réserver la hausse de la CSG pour les plus hautes retraites. Voilà, ce type de mesures qui nous paraissent absolument indispensables. Quand vous voyez la contestation, par contre, qui perdure, qui durcit aussi avec des dérives parfois, et même souvent ces derniers jours, on pourrait parler aussi de l'antisémitisme notamment, mais on a aussi constaté des églises dégradées, sans faire d'amalgame sur tout ce qui s'est produit. On sent cette contestation forte, cette violence aussi. En tant que responsable politique, vous la condamnez, vous la comprenez? Bien sûr qu'on la condamne, bien sûr qu'on est aux côtés des forces de l'ordre dans cet exercice, puisque ce sont comme eux qui assurent l'ordre républicain. Nous avons tous besoin pour l'exercice de nos libertés publiques, et bien sûr que nous sommes aussi pleinement partie prenante des dénonciations des excès de tous bords, notamment l'antisémitisme, puisque c'est à l'invitation du Parti socialiste que le rassemblement contre l'antisémitisme a eu lieu à Paris et dans plein de villes de France ces derniers jours. Donc voilà, on est effectivement dans cette condamnation sans réserve des violences. Après, on souhaite que soit entendue la voix de la majorité, enfin ce qu'on estime être la voix de la majorité, à savoir l'appel à la justice sociale qui est porté par une bonne partie du mouvement et de manière beaucoup plus apaisée qu'on a pu le voir à Paris. Il y a un débat qui est organisé et pour autant il y a toujours des manifestations. Si on exclut les débordements, on continue à exprimer cette colère dans la rue. Tout à fait. Est-ce qu'il ne faudrait pas réduire cette colère dans la rue et participer plus au débat? Ou est-ce que les deux ne sont pas incompatibles, encore une fois. Et l'exercice est toujours compliqué. À savoir qu'effectivement, nous, on ne souhaite pas aller dans des excès comme ce que la majorité est en train de proposer, à savoir une loi dite anti-casseurs, mais qui est une vraie loi de restriction des libertés publiques, et qui, dans les mains d'autres majorités aux valeurs moins démocrates que celles qui sont en place actuellement, pourrait être un vrai outil de contrôle antidémocratique.
On revient sur cette campagne des municipales, on en a un peu parlé avec ces différentes propositions qui vont forcément se retrouver ensuite dans les programmes des différents candidats des partis politiques, les propositions faites par les citoyens. La campagne des municipales, ce ne sera qu'en 2020, et elle sera importante pour le Parti socialiste après les différents échecs, et notamment aussi dans les Yvelines, on va en parler plus en détail. Vous vous préparez déjà à ces municipales ? Bien sûr, on s'y prépare à la mode socialiste, savoir en parlant programme et idées. Donc là, en ce moment, notre fédération est en train de monter plusieurs ateliers et un vrai travail de réflexion pour déterminer les idées et les propositions qu'on défendra dans le débat. Alors, à savoir dans le débat des municipales, mais en amont aussi avec nos partenaires de gauche pour constituer des alliances de premier tour à partir du moment où on est tous d'accord sur les projets pour les villes du département. Vous n'êtes pas prêt à toutes les alliances. Un exemple, Mantes-la-Ville, la seule commune d'Île-de-France qui est dirigée par le Rassemblement national. Marine Le Pen y a même fait, on le verra en image, sa rentrée politique en septembre dernier. Le candidat des Républicains, qui est dans l'opposition aujourd'hui, Mantes-la-Ville, se dit prêt à travailler avec la gauche pour battre le maire du Rassemblement national. Il a même confié réfléchir à la création d'une liste commune avec les anciennes maires PS et divers gauche. Vous dites non, pas d'alliance. Alors, toujours la nuance, ça c'est terrible. Alors, au bout d'un moment, il faut prendre une décision. Mais on sera ensemble aux élections, on ne sera pas ensemble. Rassurez-vous, la décision, elle est déjà claire dans notre tête. Non, en fait, on est tout à fait d'accord et on encourage même le travail qui a lieu en ce moment entre oppositions, qu'elles soient de gauche ou de droite républicaine. Au sein du conseil municipal de Mantes, puisqu'effectivement, face à la politique de casse et de casse de la cohésion sociale, notamment menée par le maire, il nous apparaît important que les oppositions républicaines soient dans un travail commun. Donc ça, nous l'accompagnons et nous en sommes très heureux. Nous disons non, effectivement, à une perspective d'alliance de premier tour pour les municipales, puisque un programme, ce que je vous disais tout à l'heure, un programme municipal, ça se base sur des valeurs communes, des propositions en commun, et il est bien évident que des familles politiques aux valeurs aussi peu proches que les Républicains et le Parti socialiste pourront difficilement, même à l'échelle locale, bâtir un projet commun. Donc ça nous paraît être un choix de raison pour les Mantevillois aussi. Il est important qu'ils aient des projets qui soient clairs, cohérents et surtout qui puissent se mettre en œuvre une fois les élections passées. Et ça nous paraît passer par des majorités qui soient elles aussi tout à fait cohérentes entre elles, notamment au niveau des valeurs. Vous en avez parlé avec ces anciennes maires divers gauche, Parti socialiste de cette commune. Jacques Chénet, notre premier secrétaire fédéral, a été en contact à la fois avec Annette Pelvast et à la fois avec Monique Brochot pour leur passer ce message. C'est un dialogue qui est en cours. Elles l'entendent très bien. Elles-mêmes sont dans des phases plutôt qui sont d'interrogation. On est très tôt par rapport à l'échéance municipale. Donc chacun réfléchit, les gens se parlent entre eux, c'est plutôt une bonne chose. Mais voilà, nous tenions à réaffirmer d'entrée de jeu quelles étaient les lignes rouges que du côté des socialistes des Yvelines, nous ne souhaitions pas voir franchir. Et puisque l'on parle de Mantes-la-Ville, Cyril Naute, le maire du Rassemblement national, lui a laissé pour l'instant planer le doute sur une nouvelle candidature en 2020. En revanche, une association baptisée Nous Mantevillois, avec une orientation politique de gauche, vous avez peut-être échangé avec eux, ont eux d'ores et déjà déclaré leur candidature. Le reportage. La campagne municipale est lancée à Mantes-la-Ville, commune importante pour le Rassemblement national. Le parti à la tête de la municipalité avec son maire Cyril Naute. Face à cette majorité, un collectif citoyen baptisé Nous Mantevillois s'est constitué avec une sensibilité de gauche. Depuis 2014 et jusqu'à aujourd'hui, on a fait le constat douloureux d'une gestion municipale de Mantes-la-Ville catastrophique sur tous les sujets, toutes les prérogatives de la ville par sa majorité actuelle, Front National. Et face à ce constat-là et face à cette urgence et face aux autres urgences qui sont les urgences environnementales, les urgences sociales, les urgences démocratiques, on a décidé, nous, habitants de Mantes-la-Ville, de prendre les devants et avec nos voisins, avec les habitants de la ville, de construire la ville de demain. Et pour construire leur projet municipal, l'association souhaite faire participer les citoyens. Pendant ces 12 mois, on va utiliser chaque seconde pour solliciter et faire participer nos voisins pour construire à la fois les priorités et par rapport à ces priorités-là, dégager les solutions qui sont adaptées au contexte de Mantes-la-Ville. Parallèlement à cela, un front républicain pourrait voir le jour à travers une union entre les Républicains et le Parti socialiste. Quant à Cyril Naute, il n'a pas encore officialisé sa candidature. Vous avez échangé avec ces représentants de gauche ?
Pas encore, mais effectivement, moi je connais Romain Carbone au moins de nom, même si je pense que lui me connaît beaucoup moins. Et effectivement, c'est une liste d'initiative citoyenne de gauche. Il n'y a aucune raison pour laquelle on ne discuterait pas avec eux. Bien sûr, il faut que ce soit d'un commun accord, mais au contraire, on y est largement très ouvert. Au dialogue. Alors au-delà de Mantes-la-Ville, quels sont les objectifs du Parti socialiste dans ce scrutin municipal au sein du Parti socialiste? Il y a eu beaucoup de remous au sein du Parti socialiste des Yvelines, peut-être même encore plus avec le départ de Benoît Hamon, qui lui a fondé Génération, la responsable de l'époque Sandrine Grandgorme qui l'a soutenue. Elle a d'ailleurs quitté le parti, s'est exclue du parti pour cette raison, avec une nouvelle direction qui s'est donc mise en place. Aujourd'hui, quelles sont les priorités et quels sont les objectifs du Parti socialiste? Alors, les priorités sont celles que notre premier secrétaire fédéral avait dessinées il y a à peu près un an de ça, à savoir déjà reconstruire la maison commune, puisqu'effectivement, vous l'évoquiez, on a eu quand même quelques dissensions dans le département, avec beaucoup de départs de gens, alors qu'on a regretté, mais voilà, en bonne partie, c'était leur choix. Donc nous, on est resté sur nos valeurs, sur nos convictions et sur le Parti socialiste. Et donc, nous sommes en phase de reconstruction avec un programme pour les municipales de redéfinition de nos objectifs, etc. Et effectivement, l'urgence, c'est de se mettre en ordre de bataille, parce que derrière nous, au-delà des questions d'appareil, il y a aussi des concitoyens qui attendent d'avoir des mesures de progrès social, d'avoir enfin qu'on cesse la casse dans un certain nombre de villes, qu'on défende les valeurs du service public. Et ça, c'est évidemment notre famille politique qui est la plus à même de le faire. Encore faut-il qu'elle soit en capacité de présenter ses programmes et ses propositions à nos concitoyens. Et d'ici là, il y a les européennes. La campagne, vous arrivez à la mener malgré tout, au milieu de ce grand débat et de cette manifestation des Gilets jaunes, cette contestation? C'est compliqué avec effectivement le grand débat national qui bien sûr occupe tout l'espace médiatique. Pour autant, oui, nous sommes en phase de préparation, même si la campagne, très honnêtement, devrait être assez courte, ce qui devrait laisser très peu de place au sujet européen, malheureusement. Du côté du Parti socialiste, nous, notre programme, il a été arrêté l'an dernier, donc on connaît nos propositions. Et nous sommes toujours en discussion, là encore, dans une volonté d'alliance avec les forces de gauche dès le premier tour. Nous sommes en discussion avec nos partenaires et pour l'instant, ce travail, mais qui est national, n'a pas encore abouti, même si notre famille politique est très, très volontariste pour essayer de faire déboucher cette perspective. Notamment Europe Écologie Les Verts. Yannick Jadot l'a dit clair et net, il ne veut pas d'alliance. Tout à fait. Yannick Jadot est assez peu ouvert à cette perspective, mais bon, le temps fait parfois bien les choses. Merci Boris Vernon, responsable adjoint donc, du Parti socialiste des Yvelines, d'être venu sur ce plateau parler de ces différents sujets d'actualité. Merci à vous. Quant à nous, nous continuons à parler de ces européennes avec Debout la France, la caravane de la formation de Nicolas Dupont-Aignan qui sillonne le pays est passé par les Yvelines le 20 février dernier, des étapes à Poissy, Versailles, Rambouillet pour rencontrer les habitants. Vous le voyez sur ces photos, Debout la France crédité de 7% dans les sondages. Et puis du côté des Républicains, la tête de liste s'appelle François-Xavier Bellamy. Il est élu à Versailles, il a le plan soutien de Laurent Wauquiez. Les deux hommes ont fait le tour du département récemment. Eux aussi sont en mission de reconquête. Un invité de marque pour la mission reconstruction de la droite, Laurent Wauquiez, président du parti Les Républicains. Un déplacement à l'école ITEDEC d'Aubergenville, des formations dans l'industrie et des rencontres avec des étudiants et des personnes en réinsertion professionnelle. Là, j'ai échangé avec quelqu'un qui était au RSA, qui avait repris une formation pour ensuite déboucher vers un emploi. À la fin, il me dit... Le problème, c'est que la différence entre ce que je gagne en travaillant et ce que je gagne en restant chez moi, elle n'est pas très importante. Ça, c'est important de l'entendre. Ce déplacement dans les Yvelines rentre dans le cadre du Tour de France engagé par le président des Républicains pour recueillir les difficultés sur le terrain et notamment dans ce bassin industriel du nord du département. Un territoire industriel qui subit de plein fouet la concurrence internationale, qui se bat et qui veut rester un territoire industriel et qui, pour ce faire, a des chefs d'entreprise, des établissements éducatifs comme celui-là, qui participent à la compétitivité du territoire. Mission reconstruction également dans la soirée à Versailles autour de la tête de liste des Républicains aux élections européennes, François-Xavier Bellamy. Au début, il ne faisait pas l'unanimité dans son parti. Aujourd'hui, les Républicains sont derrière lui. Bien sûr, j'échange avec Gérard Larcher, j'ai eu l'occasion de le voir, de passer beaucoup de temps avec lui. Il m'a redit à quel point d'ailleurs il avait confiance dans le fait que je pouvais apporter quelque chose à cette liste. Il croyait que je n'avais peut-être pas le poids politique suffisant pour pouvoir être en tête de liste. Et après tout, c'est vrai que c'est un pari et je suis prêt maintenant à remporter ce défi. Au-delà du trio composé de François-Xavier Bellamy, d'Agnès Evren et d'Arnaud Danjean, les Républicains veulent porter une certaine vision de l'Europe.
Il faut absolument redonner sens à l'Europe, parce que nous avons besoin d'Europe dans la mondialisation, mais nous avons besoin d'une Europe efficace, d'une Europe qui puisse agir concrètement au service de nos concitoyens. On est pour une Europe de projet, une Europe de coopération entre les pays. La reconstruction passe par les élections européennes le 26 mai prochain. Un résultat pour confirmer la victoire des Républicains yvelinois lors des sénatoriales en septembre 2017, avec 5 sièges sur 6 remportés. Ce choix de François-Xavier Bellamy qui ne séduit pas donc toute la droite en raison des positions anti-mariage pour tous ou encore anti-IVG du professeur de philosophie, des cadres du parti comme Valérie Pécresse et Gérard Larcher expriment leurs réserves. Écoutez. C'est une personne de grande valeur et pour lequel j'ai beaucoup d'estime et d'amitié. Mais ses positions sur un certain nombre de sujets de société ne sont pas les miennes. Et je ne veux pas qu'on pense que les positions sur les sujets de société de François-Xavier Bellamy sont celles de la droite française. Je ne veux pas que les sujets de société viennent polluer notre campagne européenne. En tous les cas, nous attendons la suite de la liste. Donc clairement, je soutiendrai et accompagnerai cette liste. Mais il est vrai que ce choix-là n'était pas mon choix. Mais je suis dans une famille politique et je suis aux côtés de la famille politique. Un mot de la situation à Saint-Quentin en Yvelines. À l'agglomération, Didier Fischer a intégré l'équipe des vice-présidents lors du dernier conseil de février. Le nouveau maire de Coignières reprend le poste laissé vacant par Jean-Pierre Seveste après sa démission à la tête de la ville et donc en tant que conseiller communautaire. On l'écoute. Je remercie évidemment le président de me faire confiance pour cette 15e vice-présidence. On voit que la représentation de Coignières au sein de la communauté d'agglomération a quelque peu diminué quand même. On avait une vice-présidence, on avait aussi un conseiller, enfin une conseillère déléguée. On voit aujourd'hui on n'a plus qu'une vice-présidence. Ensuite, au sein d'un certain nombre d'organismes, on n'y figure plus. Au sein d'un certain nombre de commissions, on n'y figure plus. Donc il y a quand même une inquiétude par rapport à cela. Alors je comprends bien les logiques politiques, la majorité, la minorité, mais d'une certaine manière, mes habitants méritent quand même mieux. Il l'avait annoncé, ce serait son dernier mandat de maire. Bernard Debain à Saint-Cyr-l'École, élu en 2006, a donc démissionné. La républicaine Sonia Brault le remplace. Elle a été désignée lors d'une séance extraordinaire du conseil municipal le 21 février. Sa réaction au micro de Grégory Canalet. C'est un grand honneur, c'est beaucoup de travail, j'en suis totalement consciente, mais surtout c'est un cheminement qui a pris 10 ans et je remercierai jamais assez Monsieur Debain de m'avoir ouvert les portes et de m'avoir appris le métier d'élu, de conseillère municipale, puis ensuite d'adjointe et aujourd'hui de maire. C'est la fin de ce 7-8 politique. On se retrouve le mois prochain. L'actualité politique aussi à suivre au quotidien dans le journal chaque jour du lundi au jeudi à 18h et puis dans l'hebdo également à 18h. À bientôt.